Alors, bonjour à tous. Merci de vous être intéressés à cet atelier, donc cette table ronde qui s'intitule Territoire au service des parcours. Et on va aborder les nouveaux dispositifs et nouvelles formes de coopération qui foisonnent et qui se multiplient en réponse à la problématique des besoins liés au parcours de santé et aux besoins liés au décloisonnement des secteurs. Donc j'ai le plaisir pour cette table ronde d'accueillir Marion Puissant, qui est avocate en droit médico-social à Montpellier. Et j'ai peut-être oublié des titres, je vous laisserai compléter. Et à ma droite, Marion Bru, donc présidente de la Fédération des acteurs de la coordination en santé, donc la FACS nationale, présidente de la FEDAC, qui est la Fédération donc, des DAC de Nouvelle-Aquitaine, et directrice du DAC numéro 33. Voilà. Donc, une table ronde sur laquelle on va évoquer à la fois toutes ces nouvelles formes de dispositifs où on entend là aussi des mots, alors c'est un mot qui est revenu beaucoup, mais des mots valises sur différentes typologies de noms où on ne sait pas trop finalement quelles sont les différences entre dispositifs, plateformes, centres ressources, etc. Donc on va essayer d'aborder finalement ces nouvelles formes sous deux angles. D'abord les dispositifs nouveaux et pouvoir en partager leurs objectifs, mais aussi sous l'angle juridique et finalement qu'est-ce que tous ces nouveaux dispositifs nous amènent en termes de nouvelles formes juridiques ou de combinatoires de formes juridiques existantes. Donc Marion, pour démarrer cette table ronde, j'aurais voulu que vous nous parliez finalement derrière tous ces mots qu'on entend, dispositifs, plateformes, et je pourrais continuer la liste. De quoi on parle aujourd'hui ? Alors, de quoi on parle ? Alors, moi, je suis avocate. Hier, j'ai assisté à une table ronde ici où on parlait des contraintes. Et une des premières contraintes qui a été relevée, c'était la contrainte juridique, réglementaire, qui freine beaucoup de choses. En tant qu'avocate, moi, mon métier, en fait, c'est d'accompagner les organismes gestionnaires à évaluer les risques quand ils coopèrent, quand ils se rapprochent. Pas pour abolir tous les risques, parce qu'il y en a toujours, mais en tout cas pour les mettre en évidence et que vous puissiez avancer en connaissance de cause. Pour connaître les risques, la première chose, c'est de savoir de quoi on parle. Et la difficulté avec tous ces mots valises, c'est qu'en fait, la notion de dispositif, de parcours, renvoie à des réalités non seulement de terrain, mais également juridiques très, très différentes. Par exemple, quand on parle de dispositif, on va parler des DAC. Donc, la deuxième Marion en parlera en détail et avec une expertise de terrain. Mais on parle aussi, par exemple, des DITEP, des dispositifs intégrés handicap. Et on voit que là, on renvoie à des choses totalement différentes parce qu'un DITEP, par exemple, c'est une nouvelle modalité d'accompagner les personnes en situation de handicap. Ça renvoie plus à un établissement social, mais on va multiplier, diversifier la prise en charge qui était classiquement apportée. Donc un dispositif, ça veut dire plein de choses. Et ensuite, on parle aussi de plateforme. Et une plateforme, c'est pareil, c'est une modalité d'organisation d'un établissement. Au départ, les plateformes, elles étaient surtout internes à un établissement. On disait qu'un établissement fonctionnait en plateforme. Ça veut dire quand il dépassait le cadre de son autorisation en silo. Maintenant, on sait qu'il peut fonctionner en plateforme avec des partenaires extérieurs. Donc, pour essayer de définir, ou en tout cas d'illustrer ce que sont ces nouveaux modes de coopération, alors forcément, il n'y a pas de définition juridique, ça n'existe pas, sauf pour le dispositif intégré handicap. Je me suis un peu inspirée de ce qui a été présenté par un autre conseiller qui s'appelle Daniel Gacoin et qui a finalement résumé ces différentes modalités par rapport aux missions qu'elles portent et ces nouvelles missions qui sont portées pour répondre à cette logique de parcours et de territoire. Et finalement, on se rend compte qu'il y a 3 nouvelles formes de dispositifs, de plateformes, de coopération. On va avoir des dispositifs, des plateformes qui vont élargir leur offre de services en tant que prestation de services aux personnes qu'elles accompagnent. On abandonne la logique d'un fonctionnement en silo. Je suis un établissement pour personnes en situation de handicap pour enfants. Je ne fais plus que de l'établissement. Je dois faire du service en plus. Ça, c'est tout ce qui est fonctionnement en dispositif. Souvent, on est adossé à un établissement médico-social, pas forcément. On recourt donc à d'autres services. On peut
avoir des partenariats avec des prestataires extérieurs pour élargir finalement l'offre de services et permettre une prise en charge aux personnes. Alors c'est surtout dans le dispositif du handicap que c'est sorti, cette notion de dispositif, mais en fait, en gros, ça permet quoi? Ça permet, avec une seule orientation MDPH, d'avoir accès à une multitude de services sans avoir à repasser à chaque fois par la case d'orientation. Ça, c'est le dispositif au sens, on élargit les prestations de services. On l'a aussi dans le champ de la vieillesse, un peu moins, mais par exemple, tout ce qui était EHPAD hors les murs, c'est du dispositif. C'est un EHPAD qui, qui s'affranchit de ses missions classiques, traditionnelles, pour aller apporter au domicile des prestations qui n'étaient pas servies donc, habituellement, ou inversement, pour faire venir des gens du domicile dans l'EHPAD pour bénéficier de prestations, d'animations qu'ils n'ont pas forcément au domicile. Donc là, c'est vraiment la modalité de dispositif ou de plateforme où on élargit l'offre de service. Ça, c'est une des premières missions. Une autre mission des dispositifs, alors il faut savoir que chaque mission peut être portée cumulativement ou alternativement, on ne porte pas tout. Il y a le dispositif, la plateforme guichet unique, guichet d'accès au droit. Là, en fait, ça va être typiquement les missions des DAC, notamment. On a aussi les DPCO dans le domaine du handicap. On a beaucoup de choses qui existent. L'idée, c'est de permettre une meilleure information, une meilleure évaluation et surtout permettre de mobiliser les ressources du territoire pour accompagner la personne dans son parcours. Et ça, c'est vraiment la mission des DAC. Donc là, on est vraiment dans le dispositif qui est guichet unique d'accès pour simplifier la vie des personnes accompagnées, de leurs aidants et des professionnels aussi. Et là, on centralise un petit peu tout pour permettre ensuite une évaluation et puis une mise en place des prestations. Ces dispositifs, ils ne fournissent pas forcément les prestations eux-mêmes. Ils vont réorienter vers des prestataires. C'est possible aussi qu'ils en fournissent parce qu'on aime bien dans le médico-social utiliser les mêmes mots pour parler de plein de choses qui sont un peu différentes. Mais la deuxième mission, c'est vraiment la mission guichet unique. Et la troisième mission de ces nouveaux dispositifs, c'est un petit peu les plateformes ressources. Les plateformes ressources, là, on va mutualiser, c'est plus à destination des professionnels en première intention. Alors forcément, ça bénéficie toujours aux personnes qu'on accompagne, c'est ça qu'on vise. Mais là, en fait, la raison d'être de ces dispositifs, c'est d'apporter aux professionnels de terrain du soutien, de la compétence, de la formation, de l'aide à l'évaluation. Et là, par exemple, c'est aussi une des missions, par exemple, des CRT, les centres de ressources territoriaux. Les centres de ressources territoriaux qui ont vu le jour dans le domaine de la vieillesse, eux, ils portent deux missions. Une mission qui est vraiment mission d'appui aux professionnels de terrain, et ensuite une mission de prestation puisqu'ils doivent apporter aussi des soutiens renforcés aux personnes à domicile. Donc on voit que derrière ces nouveaux termes de dispositifs, de plateformes, on a plein de réalités différentes et on verra après qu'on a aussi du coup plein d'habillages juridiques différents, plus ou moins faciles. Mais voilà, sous ces nouveaux vocabulaires, l'idée c'est vraiment toujours dans la logique de parcours et des territoires. Ça, c'est vraiment ce qui anime finalement tous ces nouveaux dispositifs. Mais c'est vraiment des réalités totalement distinctes. Et encore une fois, un dispositif peut porter une ou plusieurs des missions que je viens de vous citer, mais il peut en porter qu'une seule. Ou alors les cumuler. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être au bénéfice du parcours des personnes. Merci. Alors du coup, je rebondis sur vos propos. Donc Marion Bru, Marion vient de citer trois formes aujourd'hui de dispositifs englobés sous les trois niveaux qu'elle a évoqués. Donc les DAC, dispositifs d'appui à la coordination, nouveau dispositif mis en œuvre depuis juillet 2022 maintenant. Comment il se situe au niveau de ces trois formes et de quoi on parle? C'est quoi un DAC? Voilà, bonjour à tous. Donc si on essaye d'amener une vision un peu opérationnelle de ce que vous avez présenté, je suis assistante sociale au sein d'un centre hospitalier et donc je suis en difficulté avec un patient. Et avant la création des DAC, comment ça se passe? J'ai besoin de savoir quel est l'âge du patient, quelle est la pathologie et où il habite.
Et du coup, là, tout de suite, ça devient un parcours du combattant pour identifier quel est le dispositif sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Est-ce qu'on est vraiment dans une logique de fin de vie avec un réseau soins palliatifs? Est-ce qu'on est sur une maladie neurodégénérative pour quelqu'un qui a plus de 60 ans? Et puis ensuite, une fois que j'ai à peu près identifié le dispositif le plus pertinent, il va falloir que je vois quel est le dispositif qui fait sens sur mon territoire par rapport au lieu de résidence de la personne. Et donc du coup, finalement, on crée des dispositifs pour venir en appui aux professionnels et le professionnel doit faire un travail de recherche intensif pour pouvoir identifier le bon interlocuteur. Et puis ensuite, une fois que j'ai identifié le dispositif, et ben finalement, le dispositif a une façon d'accompagner les gens qui est pensée, qui est réfléchie. Et donc, si ma situation évolue, si elle se simplifie, si elle se complexifie, et ben là, je vais me retrouver à changer d'interlocuteur. Donc, on sait que pour travailler la coordination de la situation, ça nécessite d'avoir un lien de confiance avec la personne. Et donc là, finalement, je vais me retrouver avec un interlocuteur qui change à chaque fois, à qui je vais devoir réexposer ma situation. Parce que si je suis sur une personne de plus de 60 ans en situation complexe avec une maladie neurodégénérative, je vais rentrer dans le dispositif gestion de cas. Et donc, du coup, je vais avoir un accompagnement intensif au long cours. Et puis, si on arrive à stabiliser ma situation, eh ben, je vais repasser dans une dynamique de réseau. Bref, l'idée, c'était de se dire que finalement, il était essentiel, aussi bien pour les personnes accompagnées, d'avoir un seul contact, un seul interlocuteur qui va graduer mon accompagnement en fonction de mes besoins. Quels que soient mes besoins, j'y réponds finalement, et quelle que soit l'évolution de ma situation. Et puis pour les professionnels, il y avait vraiment cette volonté d'avoir une porte d'entrée unique, que ce soit simple. J'ai un numéro de téléphone. Alors on a pu penser aux plateformes territoriales d'appui, et puis ensuite au DAC, dispositif d'appui à la coordination. Et l'idée, c'était de se dire que collectivement, on s'organise pour avoir à un endroit quelqu'un qui est en capacité de me présenter quelles sont les ressources du territoire, le qui fait quoi, donc qui connaît parfaitement l'offre. En deuxième position, on va avoir une équipe dédiée, donc de référents de parcours, de coordonnateurs de parcours qui vont pouvoir évaluer la situation et puis ensuite proposer un plan d'action qui soit co-construit avec l'équipe de soins. Et ensuite, des experts qui connaissent bien le territoire, qui vont pouvoir travailler la structuration des parcours, parce qu'on sait ô combien c'est compliqué aujourd'hui dans le système qui est le nôtre et ô combien il est en tension. Et donc, on a cette ambition d'efficience, c'est-à-dire qu'il va falloir adresser le patient vers la bonne ressource, et on n'a plus du tout le luxe de pouvoir utiliser les ressources à mauvais escient. Donc là, l'enjeu, il est vraiment de travailler la fluidification des parcours, et donc ça permet deux choses. Ça permet d'identifier le qui fait quoi, et donc là, on a tout un enjeu de travail de complémentarité. On parle des centres ressources. Techniquement, qu'est-ce que c'est? Quel est leur périmètre? Comment on les sollicite? C'est des dispositifs qui sont nouveaux. Donc à chaque fois, il y a cet enjeu vraiment de penser le lien. Si on prend les CRT, centres ressources territoriales, ils ont parfois des territoires qui sont différents entre leurs missions. Donc c'est vraiment important d'avoir quelqu'un sur le territoire qui va pouvoir me renseigner sur l'équipe qui est la plus pertinente pour répondre à mon besoin. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les professionnels dans cette dynamique. Et puis après, le deuxième volet, c'est vraiment de se dire que finalement, à travers toutes ces situations complexes qu'on accompagne, puisque le DAC est quand même identifié pour être spécialiste de l'accompagnement des situations complexes, c'est vraiment de pouvoir capitaliser sur les retours qu'on identifie, les situations qui mettent en tension les professionnels, qui mettent en tension le système, pour pouvoir travailler après avec les acteurs. Donc c'est vraiment une logique d'observatoire, et on est en train de travailler la création d'observatoires de rupture de parcours à l'échelle des territoires pour pouvoir vraiment capitaliser sur ces retours de terrain. Merci Marion. Alors Marion Puissant, sur aujourd'hui justement la formalisation de ces coopérations à travers des structurations juridiques. Bon, pour les DAC, voilà, il y a eu un gros travail de fait sur l'étude des quelles étaient les formes juridiques les plus pertinentes. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, vous pensez qu'on a l'ensemble des outils juridiques pour répondre justement à ces enjeux de coopération à travers les formes juridiques existantes, ou est-ce que dans l'avenir, on aura finalement encore à retravailler et à reproposer de nouvelles formes qui répondent aux enjeux parcours et coopération? On va devoir retravailler. Quand on rapproche des partenaires de territoire, on est sur une logique de co-responsabilité. Tout le monde est responsable de l'accompagnement des personnes âgées, des personnes vulnérables en situation de handicap. Et cette co-responsabilité, souvent, elle se traduit juridiquement par
la nécessité de formaliser les liens juridiques entre les différents partenaires. Ce n'est pas un simple engagement, on va plus loin, donc on va créer des formes de coopération. Donc aujourd'hui, on recourt beaucoup à l'association, on recourt beaucoup, alors vous en avez peut-être entendu parler, au groupement de coopération sociale et médico-sociale. Voilà, il y a plein d'outils de véhicules juridiques qui existent. La réalité que je constate, moi, aujourd'hui, avec un exemple qui est tout à fait d'actualité, c'est la réforme des services autonomie. La réforme des services autonomie, on demande au SIAD et au SAD de se rapprocher alors toujours dans cette logique d'accompagnement des personnes accompagnées. L'objectif ultime, il est noble, il est louable, on le partage tous. Sauf que la réalité, c'est quand on demande à des organismes gestionnaires de se rapprocher, ces organismes gestionnaires-là, ils n'ont pas du tout la même nature juridique. On va avoir de l'associatif, du public et du privé lucratif. Le groupement de coopération sociale et médico-sociale, typiquement, c'était censé être l'outil, le véhicule magique pour permettre le rapprochement de ces différentes formes juridiques-là. Et ça marche jusqu'à un certain point. Ça marche jusqu'au moment où on demande aux différents partenaires de céder leur autorisation et de la donner au groupement. Et là, on arrive à la limite du système parce qu'en fait, on demande... Alors, on va, par exemple... finalement, on arrive dans une logique de fusion, mais ça n'est possible qu'entre opérateurs qui ont la même nature juridique, on va dire, deux associations, deux entreprises, etc. On arrive à aboutir à quelque chose de commun. Mais quand on demande à une entreprise commerciale de céder son autorisation au profit d'un groupement, moi... Ma clientèle de base, c'était l'associatif. Je suis dans le médico-social, beaucoup plus dans le handicap, très peu dans le sanitaire. Donc moi, j'avais beaucoup d'associations et des groupements de coopération sociale et médico-sociale. J'en ai fait plein entre associations qui gardaient leur autorisation et ça se passait très bien. Et pour la première fois, on me demande, en tant qu'association, en tant qu'entreprise, OK, je participe à un groupement, mais comment je valorise ma participation? Si demain je m'en vais et que j'ai plus mon autorisation, moi j'ai mis de l'argent dans mon autorisation dans mon entreprise. Donc on arrive à une limite de rapprochement. Aujourd'hui, alors j'ai pas la réponse parce qu'en fait quand on demande à des opérateurs privés commerciaux et des opérateurs associatifs de travailler ensemble, on a des enjeux qui aujourd'hui sont pas réglés. On a des enjeux en termes de fiscalité où aujourd'hui, à part leur dire, je sais pas ce qui va se passer pour vous, quel va être le risque de contamination fiscale pour le secteur non lucratif ou ce genre de choses. Il y a des enjeux en termes de valorisation de l'investissement fait, etc. Donc on a aujourd'hui des vraies difficultés. Et là, ça se passe. Alors là, c'est parce qu'on va plus loin qu'une coopération de moyens. C'est quand on va vraiment sur une logique, finalement, de fusion forcée. Parce que c'est ça, quand on demande à des opérateurs de transférer leur autorisation, c'est leur demander en réalité de fusionner ensemble. Et on demande à des opérateurs de terrain qui sont vraiment juridiquement différents de se rapprocher. Donc juste ça, sur l'exemple récent sur lequel je travaille beaucoup, non, on n'a pas les outils juridiques pour répondre aux ambitions des politiques. Voilà. Après, est-ce que l'ambition du politique sur le terrain des services à domicile, elle est légitime, ou est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter de mettre en place la réforme par des partenariats où chacun garde leur autorisation, ce qui juridiquement serait beaucoup plus simple. Voilà, il y a du lobbying à faire, ça ne m'appartient plus, c'est aux fédérations de le faire, mais c'est vrai que typiquement, on n'a pas forcément tous les outils pour répondre aux volontés politiques qui parfois, il y a des choses qu'on nous demande et juridiquement, ça bloque. Et comment ça bloque, voilà. Alors, on a au niveau des DAC... Au niveau des DAC, on a été sur une unification. Du coup, des nouvelles gouvernances ont été mises en œuvre à la mise en place des DAC, en réponse à des enjeux de coordination de parcours individuels, mais également de coordination territoriale. Marion, est-ce que tu peux nous expliquer la construction de cette gouvernance des DAC en réponse à ces deux grands enjeux ? Je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a le véhicule juridique et après il y a tous les enjeux finalement, et c'est ce qu'on a vécu au moment de l'unification des dispositifs. On a par exemple, si je prends le territoire de la Gironde, 12 gouvernances et on passe à une, donc il n'y a plus 12 présidents, il n'y a plus 12 directions, et donc c'est comment on arrive à travailler ensemble cette notion de co-responsabilité, se mettre autour de la table, garder ce qui nous nourrit tous normalement, le service rendu à l'usager.
et pas les enjeux de pouvoir. Et donc du coup, c'est vraiment comment on arrive à construire ça. Et pour autant, on voit que la politique nous pousse vers cette logique de co-responsabilité qui est essentielle. On voit bien aujourd'hui, et on l'a vu à travers la gestion de la crise Covid par exemple, que seul on n'a pas les solutions. C'est vraiment parce que collectivement on travaille autour de l'usager qu'on arrive à faire des choses intéressantes. Et donc c'est comment on arrive à travailler ensemble, à dépasser ces enjeux de personnes pour trouver les solutions. Et on voit bien que si finalement, une fois qu'on a dépassé cette période un peu tendue et qu'on a réussi à construire des gouvernances opérationnelles, que ce sont des choses qui fonctionnent. Et aujourd'hui, je vois vraiment la différence entre un territoire où on avait 12 gouvernances, 12 micro-dispositifs et une vraie gouvernance territoriale qui pèse sur une échelle départementale. Vous voulez embarquer le DAC sur un projet, vous passez un coup de téléphone et on a la force de frappe du DAC qui est engagée sur l'action. Et on voit bien que dans le cadre de la structuration des parcours, dans la participation au projet, c'est beaucoup plus simple. Alors je peux lister des tonnes de projets, mais si on prend la mise en place des services d'accès aux soins, si on prend le déploiement du repérage de la fragilité avec ICOP, etc., c'est beaucoup plus facile finalement de mobiliser les équipes. Donc ça veut bien dire que c'est du temps, de l'énergie et des difficultés et des heures de réunion, mais une fois que c'est en place, c'est opérationnel, ça fonctionne et c'est beaucoup plus simple. Voilà pour ce qui est du témoignage. Après, on sait ô combien c'est toujours difficile et que après, ce que ça m'évoquait, ce que vous disiez, c'est que finalement, on nous contraint dans des nouvelles modes de coopération et on a le temps aussi de la structuration qui est jamais pensée. Quand vous créez un DAC, vous avez un service rendu à l'usager et vous devez le maintenir au moins au même niveau tout en prenant le temps de structurer de nouveaux dispositifs. Et donc quand on travaille la création de nouvelles entités comme ça prend vraiment du temps et on est aujourd'hui dans un système où tout le monde est contraint, tout le monde est pressé et on oublie ce temps. C'est comme quand on crée des nouveaux dispositifs, on oublie le temps de la culturation des acteurs à c'est quoi ce dispositif, à quoi il sert, comment on le positionne dans l'écosystème, comment on pense le lien et les articulations avec les autres dispositifs. Et c'est vraiment aussi, je pense, un message fort qu'il faut passer en disant qu'il faut laisser le temps au dispositif parce que ça se bouscule, on a toujours des nouvelles contraintes, de nouvelles choses à travailler et on prend parfois pas le temps de consolider ce qui existe. Alors du coup, je rebondis sur ma petite question, Marion, sur cette coordination de parcours portée par les DAC. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement et de manière synthétique, peut-être aussi par l'exemple finalement, qu'est-ce que la coordination de parcours individuel et territorial au sein d'un DAC? Ça se traduit comment dans les faits? Il y a vraiment cet enjeu parce que c'est vrai qu'on dit que collectivement, il faut sortir de la logique d'institution ou en silo pour aller vers une logique de parcours. Et donc, du coup, cette notion de parcours, elle place l'individu au cœur de son parcours. Donc, finalement, on a tendance à modéliser, à essayer de travailler des parcours qui sont les mêmes pour tous. J'ai une patiente atteinte d'un cancer du sein, et ben, on a le parcours de la patiente atteinte du cancer du sein. Et donc, finalement, il y a vraiment ce conflit entre le côté collectif, la structuration d'une filière finalement plus versus le respect de l'individu dans son parcours, quels sont ses besoins. Et là on voit bien qu'il y a une vraie hétérogénéité en fonction des territoires, de l'accès aux soins, de son environnement personnel, de son écosystème. Et donc finalement c'est comment on arrive à jouer sur ces deux variables. Et donc l'enjeu vraiment pour le DAC, c'est de pouvoir être le porte-parole de personnes qui sont en difficulté, en perte d'autonomie à un instant T de leur parcours et de pouvoir les étayer pour les guider dans cet écosystème. Et finalement, on se rend bien compte qu'à chaque fois, on parle de co-responsabilité, d'enjeu, de cette capacité à pouvoir donner l'information aux professionnels. Juste à titre d'anecdote, un coordonnateur de parcours, quand il arrive pour être opérationnel, pour connaître vraiment son territoire, les ressources qui sont les siennes, le qui fait quoi, c'est à minima 6 mois. Donc il faut arrêter ce fantasme de se dire finalement, les gens vont être tout à fait outillés, on va faire des annuaires, on va avoir un diagnostic territorial et chacun va connaître le qui fait quoi. C'est pas possible. Parce que même en étant expert et en étant professionnel de ce métier, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a vraiment un gap et que c'est compliqué, d'où aussi la force et la nécessité d'avoir des dispositifs de coordination. Si je fais le parallèle avec le sanitaire, on voit bien aujourd'hui qu'on a des gestionnaires de lits au sein des établissements et qu'on arrive à un niveau d'efficience. Donc la coordination a vraiment une place majeure pour assurer ce lien entre le parcours individuel et le parcours collectif. Allez.
C'est juste sur la coordination. Alors, voilà, encore une fois, je suis avocate, donc on vient me voir quand on a des problèmes ou des questions. En général, on vient me voir quand ça ne marche pas ou quand on se pose des questions. Sur la coordination, c'est vrai que les DAC, elles ont la chance d'avoir le financement de ce temps de coordination parce que c'est l'objectif et le cœur même du dispositif. La coordination dans la logique de parcours, elle est essentielle et on demande maintenant de plus en plus à tous les organismes gestionnaires de faire la coordination. Sauf qu'on se rend compte que parfois cette coordination, elle n'est pas suffisamment financée. Ou elle n'est pas pensée. Et encore une fois, alors c'est vrai que je parle beaucoup des services autonomie en ce moment parce que je travaille beaucoup dessus, mais le temps de coordination dans la réforme des services autonomie, il a été pensé... Ça bug, pardon. Il a été pensé uniquement quand on est un service mixte. Par contre, quand on reste un service qui fait que de l'aide et pourtant on vous demande de faire de la coordination, on vous demande donc d'aller orienter les personnes qui vous sont, que vous prenez en charge, de les orienter vers le secteur du soin. Et ce temps de coordination-là, il n'est pas financé. Souvent, dans ces dispositifs-là, il y a plein de choses qui sont bien, mais on a toujours un problème de financement derrière. Et là, on a le financement de la coordination qui n'est pas financé. Et on a aussi du côté des infirmiers libéraux qu'on va solliciter, par exemple. Dans cette réforme des services, on demande aux infirmiers, bah voilà, maintenant, moi, je suis service aide, je vais chercher un infirmier, tu vas pouvoir prendre en charge la personne que j'accompagne. Et on a fait des réunions, nous, avec les instances représentantes des infirmiers qui nous ont dit, bah, très bien, mais nous, ce premier rendez-vous, il n'est pas financé, je ne fais pas d'acte. Donc on a des logiques qui sont encore bonnes, mais qui sont inachevées, notamment en termes de financement. On est au début de plein de choses qui sont très belles et qu'il faut poursuivre. Je pense que c'est vraiment inachevé sur plein d'aspects, et notamment l'aspect financier qui constitue du coup un vrai frein, parce qu'on demande toujours aux associations, aux organismes gestionnaires de faire plus, mais on ne pense pas forcément avec quoi, avec quels moyens humains et avec quels moyens financiers. Merci. Alors Marion voulait rebondir du coup sur les propos. Oui, au-delà de la coordination, c'est de dire aussi qu'il y a aussi l'expertise autour de certaines pathologies, et c'est l'existence des réseaux qui étaient régionaux, qu'on appelle les DSR, dispositifs spécifiques régionaux, ou DER, qui sont de formes différentes en fonction des territoires, mais qui sont là aussi pour porter l'innovation et pouvoir être une ressource pour les acteurs du territoire, en complément des DAC sur cette notion DER-DSR, qui est quand même aujourd'hui une partie majeure des activités de coordination sur les territoires. Alors moi je voulais rebondir du coup sur l'autre volet juridique finalement que posent ces nouvelles formes de coopération et ces nouvelles formes juridiques finalement sur le fait que différentes structures veulent travailler ensemble au service de la coordination des parcours, mais ça amène la problématique du cadre juridique, finalement, du respect du droit des usagers, et notamment la question cruciale du cadre d'échange et de partage des informations relatives à l'usager patient ou autre formule. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces problématiques posées entre les vecteurs juridiques et le cadre de partage et d'échange Comme je le disais pour les financements, c'est pas abouti. En fait, comme j'ai commencé mon propos en disant un dispositif, une plateforme, c'est plein de réalités différentes. Les dispositifs les plus aboutis, qui ont un fondement législatif, réglementaire, eux, ils vont avoir un cadre, par exemple, un cadre juridique au partage d'informations entre les différents professionnels qui interviennent dans ce dispositif qui est réglementaire, qui est bien ancré, qui est assez bien encadré. On a plein de coopérations de terrain qui se font et qui ne rentrent pas dans un cadre, dans un dispositif au sens fixé par la loi. Mais on a quand même de la coopération de terrain. Pourquoi ? Parce que vous êtes tous dans le parcours des personnes que vous accompagnez. La difficulté, c'est qu'il faut garder au niveau des droits des patients aujourd'hui, les bons réflexes, à savoir, notamment en termes de secret professionnel. Moi, je suis souvent sollicitée là-dessus parce que c'est quelque chose qui, à la fois, qui est fondamental. Il faut garder les bons réflexes. C'est quelque chose qui fait très peur aux professionnels puisqu'ils ont toujours peur d'être poursuivis pour violation du secret professionnel. Alors, je vous rassure, les condamnations pour violation du secret professionnel sont très rares. Quand elles existent, elles font beaucoup de bruit, mais elles sont très, très rares.
Pourquoi ? Parce qu'en général, le secret est partagé avec l'accord plus ou moins de la personne et que personne porte plainte. Bon, voilà. Mais il faut quand même garder les bons réflexes. Et normalement, quand on n'est pas dans un dispositif comme celui des DAC, on a une assise réglementaire, on n'a pas le droit de partager des informations avec quelqu'un qui ne fait pas partie de la même équipe de soins. Et donc, on a là, dans la mise en œuvre concrète de ces parcours, de ces coopérations, une difficulté majeure qui est qu'est-ce que j'échange ? Si je peux rien échanger, comment je coopère et jusqu'où je vais. Et là, en fait, on arrive effectivement encore une fois à un cadre juridique qui n'est pas abouti parce qu'on pense encore, même si on veut dépasser la logique des silos en termes d'établissement, quand on fait une loi ou un texte, on va penser thématique par thématique et du coup, ça arrive après avec les remontées de terrain, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est un vrai frein. La coopération, quand vous coopérez spontanément avec un partenaire de terrain, vous n'êtes pas forcément dans le cadre juridique du secret, du droit au partage d'informations à caractère secret. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Ça fait vraiment le lien avec la structuration du service public départemental de l'autonomie, où typiquement nous sommes vraiment sur l'un des premiers freins. On favorise la co-responsabilité, mais finalement, dans ce cadre-là, le partage d'informations n'est pas sécurisé. On est très loin d'avoir des systèmes d'information partagés interopérables, et donc c'est un des freins. Et les échanges qu'on avait m'interpellaient sur la définition de la coordination, parce que c'est aussi un mot valise. Voilà, tout le monde a des coordonnateurs de parcours, mais bon, finalement, quand on se met autour de la table et qu'on discute concrètement de ce qu'on fait, on constate bien qu'il y a vraiment un gap et une définition de la coordination qui est somme toute différente. Et du coup, ça fait vraiment le lien entre coordonner vraiment une situation ou être en appui à la coordination, ce qui sont deux choses différentes. Et on pourrait partir sur l'intégration, mais ça va finir sur un autre atelier, donc laissons de la place je vous passe aux le questions. micro pour poser votre question. Je vais aller, on y va direct. Bonjour et merci déjà pour cette présentation. J'avais juste une question. Vous avez dit sur le partage des informations. Mais à partir du moment où on a une convention de partenariat, où on définit ces clauses, même si on définit ces clauses dans la convention, on ne peut pas partager des informations Le partage d'informations à caractère secret, il se fait dans des cadres particuliers. Donc, soit quand on est dans un même établissement, là c'est facile, même équipe de soins, etc. Soit quand l'usager nous donne la définition d'équipe de soins lui-même. Mais sauf que l'équipe de soins dans le code de la santé publique, pour le coup, elle n'est définie que par rapport à des actes de prescription. Et donc, voilà, on n'a pas tous les outils juridiques et on est encore en risque là-dessus. Et c'est vrai que moi, quand j'aide à la rédaction de conventions de partenariat, il y a plein de fois où je dis, en fait, non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'échanger comme ça librement. Ou alors, si vous le faites, vous savez que vous êtes en risque parce qu'on n'est pas dans le cas de la prescription. Après, on a tous les dispositifs, les DAC, eux, ils sont visés par... il y a des nouvelles formes de coopération, ils sont visés par un article précis de la loi qui permet le partage d'informations. Mais sinon, il faut vraiment être très, très vigilant à chaque fois parce qu'une convention entre vous, entre partenaires, ne suffit pas à légitimer le partage d'informations. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... Alors, Bonjour. Alors, juste une petite information, parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout suivi bien comme il faut. Les DAC, c'est donc un dispositif d'action de coordination qui intéresse un territoire, c'est ça ? On a une en fait, couverture qui regroupe donc un certain territoire, mais qui ne va pas jusqu'au département, on est d'accord ? Alors, nous avons une couverture totale du territoire français, presque. Enfin, on fête l'année prochaine la Guyane. Ouais. Donc, il y a 133 DAC et on en a 60% qui sont sur une échelle départementale. D'accord. Sinon, c'est sur une échelle Donc, infraterritoriale. D'accord, attends. Donc, sur un département, il y a combien de DAC, par exemple ? Un seul. Un seul. Est-ce que ce dispositif est allé jusqu'à La Réunion, par exemple ? Tout à fait. D'accord. Et ça part de... Encore une question. Allez-y. Ça part au niveau du centre hospitalier ? Non, pas du tout. Où est-ce L'idée, qu'ils sont c'est basés, vraiment les de DAC, dire que c'est des équipes
qui sont en capacité d'aller dans la moindre demeure du territoire français pour évaluer la situation et ensuite établir, donc on appelle ça nous un PPCS, mais l'idée c'est vraiment de dire on travaille avec l'équipe de soins sur des objectifs qui sont fixés, qui sont partagés, le but étant de stabiliser la situation d'une personne en perte d'autonomie. On est sur du tout âge, toute pathologie. C'est dès qu'un professionnel se sent, voilà, tout handicap, un professionnel se sent en difficulté dans la gestion d'une situation, il contacte. D'accord. Mais pour vous contacter, ça se passe où exactement? Alors souvent, la porte d'entrée, elle est plutôt téléphonique. On a des numéros de téléphone uniques. D'accord. C'est téléphonique. Voilà, oui. Donc c'est une équipe mobile qui se déplace pour juger la situation, faire le point. Oui. Et puis ensuite c'est bien, prendre... vous me sortez de ma zone de confort sur les éléments de langage, mais c'est agréable. Donc c'est pas vraiment une équipe mobile. Oui, non, j'avais l'impression d'avoir fait preuve de pédagogie, mais je peux. C'est bien. Non, c'est moi qui suis pas... Non, mais l'idée, c'est de dire qu'en fait, on nous appelle. Une fois qu'on nous a appelé, on nous décrit la situation. Ouais. Et ensuite, effectivement, un professionnel va se rendre à domicile, si c'est nécessaire, pour évaluer la situation. Et ensuite, il va travailler avec l'équipe de soins. Ouais, d'accord. Alors, les clics peuvent faire partie des DAC. C'est à la discrétion du département. C'est peu dans la loi. Voilà. Donc, parfois, ils sont à côté, parfois ils sont au sein. Ils sont plus souvent à côté. Et une dernière question. Voilà. Par exemple, si vous avez dans une famille, c'est une perte d'autonomie liée au handicap, un jeune notamment. Vous avez des parents qui déclarent même pas, certains encore, tout à fait, existe, chez nous, qui déclarent pas le handicap, donc qui vont pas à la MDPH. Bon voilà. Est-ce que quelque part c'est un recours pour eux de vous appeler pour essayer de trouver une solution? Alors, la réponse est oui. Après, on ne se substitue pas à l'existant. C'est-à-dire qu'on va accompagner la famille dans les démarches pour avoir une reconnaissance de la MDPH, etc. Mais on ne fait pas à la place d'eux. C'est de la coordination. On n'est pas effecteur. On n'est pas dans le faire. Vous orientez. On oriente, on guide, on accompagne. Vous les aidez quand même. Exactement. Mais ce genre de situation que vous décrivez, c'est monnaie courante. Effectivement, on a beaucoup de situations. Ça vient nourrir l'observatoire, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de situations, et notamment surtout des familles plutôt qui s'en occupent. Et on a une défaillance brutale, une hospitalisation des parents ou autre, ou une perte d'autonomie. Et donc, effectivement, c'est un des critères majeurs des orientations qui nous sont faites. Alors, une autre question. J'assure, si vous avez d'autres après. Il y a pas de souci. Bonjour. Déjà, pour répondre à monsieur qui vient de prendre la parole, à La Réunion, il y a un DAC qui fonctionne très, très bien, qui est vraiment une référence pour nous, pour les acteurs. Voilà, je peux témoigner que ça fonctionne et c'est un dispositif exceptionnel. Moi, ma question est plus d'ordre juridique concernant les dispositifs qui ne rentrent dans aucune case dans le Code d'action sociale et des familles, qui était ouvert à titre expérimental suite à une attribution de l'AMI, appel à manifestation d'intérêt. Donc, il s'agit de suppléance à domicile que notre association a développée et qui a beaucoup plu à la population, apporte un bien aux aidants. Ce dispositif a été pérennisé, donc porté par l'EHPAD, pérennisé dans la dotation, dans la notification de la dotation. Et aujourd'hui, donc ma question, est-ce qu'il y a un moyen de le protéger sous forme d'un brevet? Parce que la façon de faire est vraiment unique et on aimerait bien le valoriser par quelque chose comme le baluchonnage québécois, par exemple. Alors, hier, j'ai assisté à votre table ronde, justement, où on avait cette question des du terrain qui fait apparaître des choses innovantes et qui force et pousse le législateur à entériner des choses que vous avez mis sur place. Par contre, malheureusement, votre question, c'est de la propriété intellectuelle et c'est pas du tout mon domaine. Je pourrais pas vous dire comment vous pourriez le protéger. Déjà, s'il est entériné, déjà avec un cahier des charges et des modes de fonctionnement que vous définissez, ça peut permettre de valider un modèle en fait que vous auriez défini. Mais le protéger, la notion de protection, c'est-à-dire vous entendez quoi par protéger votre dispositif? Pour éviter que notre modèle soit reproduit et que les autres opérateurs s'appuient sur notre façon de faire qui est purement réunionnais.
Dans ce sens-là. Juridiquement, je ne pense pas que ça existe comme ça. Je ne pense pas qu'on puisse protéger une manière d'accompagner. Voilà. Je ne crois pas qu'on puisse empêcher les autres d'aller reproduire quelque chose qui a fonctionné. Par contre, vous pouvez, si le dispositif faire en sorte de définir ce que c'est en fait votre dispositif. Après, les autres acteurs du territoire pourront très bien s'en inspirer ou ce genre de choses, mais voilà, il faut voir jusqu'où vous pouvez remonter dans la définition de votre modèle. Question ? C'est bon ? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Bonjour, je suis désolée, j'ai peut-être pas bien compris, je dois être comme le monsieur, mais j'ai du mal à comprendre l'articulation entre les DAC et les centres de ressources territoriaux qui existent. Alors, non, vraisemblablement, c'est une vraie question, non ? Vous voulez manger à quelle heure ? Les centres ressources territoriaux sont des dispositifs très récents avec un cahier des charges très large. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a autant de centres ressources territoriaux que de porteurs de projets. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler la complémentarité. Le but étant, alors si on est très simple, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance des CRT, mais on est sur un volet 1 qui est une logique de prévention avec la mise en place d'ateliers. Là où c'est un peu plus complexe, c'est sur le volet 2, puisqu'ils sont effecteurs. L'idée, c'est de mettre les ressources de la structure à disposition pour stabiliser des situations complexes de maintien à domicile. Et donc, dans ce volet effecteur, finalement, pour être effecteur, il faut évaluer la situation. Et donc, l'idée, c'est d'être efficace et d'éviter un fonctionnement en silo avec un DAC qui connaît la situation, qui l'évalue, qui fait des préconisations, et à côté un CRT qui évalue et qui est sur une coordination renforcée. Donc on est en train de travailler cette complémentarité. Il y a un deuxième cahier des charges des CRT qui est en cours de rédaction par la DGCS. Et l'idée, c'est qu'on puisse travailler la complémentarité au local. Le but étant d'être le plus lisible possible, puisque c'est toujours cet enjeu quand on a des nouveaux dispositifs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, répondre de manière claire, c'est complexe, puisqu'on voit bien qu'en fonction des territoires, les complémentarités ne sont pas vraiment les mêmes, mais en tout cas, c'est en train de se travailler au sein de chaque région. On a des conventions et puis l'idée, c'est surtout d'étayer les nouveaux porteurs de projets, ce qu'on fait tous massivement. Le but étant de leur dire comment on peut, quels sont les besoins, puisque toujours dans cette logique d'observatoire et d'identification des situations qui mettent en tension, où sont les besoins pour guider la rédaction des nouveaux appels à projets. Monsieur Claquin, vous aviez une précision à apporter ? Non. Oui. Oui. Oui, Philippe Jourdi, je suis le délégué régional d'Occitanie. Tout à fait. Alors qu'il y a l'avantage d'avoir 13 départements. Et donc, je voulais apporter un peu un témoignage déjà sur l'évolution des DAC. Je dois avouer qu'au début, je n'avais pas bien compris ce que c'était que ce machin qui arrivait. Quand j'ai vu, oui, parce qu'on parlait des réseaux, on parlait plein de trucs. Et donc, j'ai vu arriver un ovni et quelqu'un dans l'Aveyron m'a briefé à la délégation régionale pour me dire et de voir l'intérêt qu'il y avait à les monter. Donc ça, nous avons vigoureusement soutenu. Je vous confirme qu'aujourd'hui, il y a 13 DAC, 13 façons de travailler. Alors, d'une part, c'est pas trop grave dans la mesure où ça s'adresse aux professionnels et qu'il y a la maturité et qu'en fonction de la personnalité du métier de celui ou celle qui le gère, il va y avoir des approches un peu différentes en fonction de l'histoire, en fonction du département. Donc là, progressivement, ça avance. Mais autant sur les SAD et sur les SAD, là, par contre, je suis complètement vent debout parce que là, on est sur des effets directs sur des personnes handicapées, des personnes âgées qui vont avoir une différence dans leur accompagnement. J'entends beaucoup prise en charge patient, moi j'enlève, on a des personnes et un accompagnement. Et là, je trouve que ça devient franchement grave. Et là aussi, on a fait un machin qui est parti d'une vision complètement contradictoire avec le discours officiel où on dit il faut s'intéresser aux personnes, donc définir l'objectif, ce qui était tout très bien sur les DAC. Et par contre, sur les SAD et les SAD, on n'a pas bien vu l'objectif, même si on trouvait que c'était plutôt intéressant d'avoir les personnes qui soignent et les personnes qui accompagnent au quotidien les personnes et d'en avoir. On avait eu déjà avec l'espace SAD des exemples que ça peut parfois réussir, même si complètement absurde de vouloir faire financer quelque chose par d'un côté l'ARS et de l'autre côté les conseils départementaux, parce qu'on a aussi 13 politiques différentes. Donc là, on se retrouve aujourd'hui avec des façons de fonctionner qui sont différentes,
bon, avec des dangers qui sont majeurs, et je pense que tant qu'on n'aura pas enlevé cette petite phrase de dire si vous n'y arrivez pas, non mais c'est là-dessus qu'il faut lutter. Une fois qu'on aura enlevé ça et qu'on dira voilà, vous devez obtenir tel résultat, et si on fait confiance aux acteurs, ce qu'on entend depuis 1 jour et demi de la part des tout nouveaux politiques, c'est peut-être parce qu'ils sont tout nouveaux qu'ils parlent comme ça, mais l'objectif étant d'atteindre un objectif précis vis-à-vis des personnes, là on peut faire des montages, et il existe des fusions en cours, d'autres choses, et c'est la diversité, je trouve ça tout à fait bien. Alors dans cet ensemble, la question est de savoir comment ça va continuer à évoquer, parce que outre le fait que toute personne normalement constituée est complètement perdue par les cycles, parce que là, il y a CRT qui arrive, il y a peut-être les communautés 360 qui survivent, parfois qui vivent bien à d'autres endroits qui répondent bien. Moi, je sais qu'aussi, en tant que président de la commission médico-sociale à la CRSA, je me bats pour qu'on sorte de l'approche où il n'y aurait que des établissements et de dire que tous ces services, ces dispositifs, justement, de par leur légèreté, on n'a pas parlé des CPTS non plus, qui font un lien et qui peuvent arriver à le faire. Oui, non, mais justement, je le fais exprès, je continue, parce que j'ai été aussi à des très belles universités à Albi, où alors là, les cycles, il y en avait encore beaucoup plus, dans chaque spécialité. Et non mais voilà, moi mon souci déjà, ça serait qu'au niveau des DAC, qu'ils soient reconnus réellement au niveau des ARS, et notamment qu'ils aient le Ségur, y compris pour les structures régionales. Et là c'est une grosse bataille, et y compris que le FIR arrive à être suffisamment, encore un autre terme, qui arrive à les financer, et qu'au niveau des SAD, on revienne à la logique qui est de se dire qu'est-ce que ça va faire comme effet sur les personnes qui sont concernées. Et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, on commence à voir partir des infirmières qui n'ont pas du tout envie d'être dirigées par des responsables de SAD qui ne connaissent rien et qui sont sous-financés par les départements. Donc voilà, sur le fond, et malgré tout ce que je viens de dire, je suis très favorable à cette évolution. Non, mais je suis très très favorable à cette évolution où on sort un peu des trucs à l'ancienne, l'établissement, etc. On est dans les murs, on est hors les murs, etc. Mais il y a un moment donné, et c'est peut-être ma question d'ailleurs, jusqu'où la démocratie va s'y retrouver et comment on va arriver à avoir un traitement à peu près équitable en fonction de l'endroit où l'on est, parce que déjà en EHPAD, je pense que le gouvernement vient de se rendre compte qu'en fonction de la valeur du point GIR, sur 13 départements, on passe de 6,80 à 8,20. Donc vous voyez, on est, en fonction de l'endroit où on est traité un peu différemment. Donc la République étant peut-être en train de se réveiller, je voudrais que les dispositifs ne contribuent pas non plus à ce flou pour finalement orienter, ou alors il faut après une agence, et je terminerai là-dessus, pour orienter les populations vers les départements dans lesquels ils sont le mieux traités en fonction de leur état et de leur situation. Merci. Alors, qui répond? Alors Merci pour ce plaidoyer. On va juste se repositionner à notre juste place de président de Fédé. On n'a pas ce pouvoir d'agir, mais on est sensible à la cause. C'est une belle réponse. Arnaud. Et après, on ne voudrait pas que vous soyez en hypo et rater les conclusions de notre présidente. Arnaud Claquin, directeur de DAC Var Ouest et président de la Fédération Sud et administrateur national. Juste peut-être une petite précision, parce que ce que vous disiez est très juste en fait, c'est qu'aujourd'hui on a un écosystème qui est mouvant. On a beaucoup de structures qui sont réorganisées, qui sont fusionnées, on change SAD, SIAD, etc. Bref, on y perd notre latin. L'objectif du DAC, c'est bien de rendre lisible ce qui est illisible aujourd'hui pour les professionnels. L'idée du DAC, c'est de se dire, OK, la machinerie, elle est très complexe. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais avec une situation que je ressens comme complexe, moi, en tant que professionnel du champ sanitaire, social et médico-social. Je ne sais pas vers qui l'orienter et qui peut prendre en charge ça. Quelles sont les équipes mobiles qui existent sur le territoire? Quels sont les critères d'inclusion des uns des autres? C'est extrêmement complexe. Il y en a qui s'arrêtent à une rue, il y en a qui recommencent à une autre. Il y en a qui vont au domicile, qui sont vraiment mobiles, d'autres qui sont des équipes mobiles internes, immobiles. Bref, on ne sait pas exactement le qui fait quoi. Et ça, c'est vrai, c'est la vraie vie. L'idée du DAC, c'est que c'est des équipes qui sont là pour trouver les ressources
adaptées sur le territoire, sans se substituer à ce que font les uns les autres. Si c'est la mission du CLIC première, on va l'orienter vers le CLIC. Si c'est la mission du CRT, parce qu'il existe un CRT sur ce territoire, on va l'orienter vers le CRT. En gros, on est un petit peu les aiguilleurs du ciel sur le territoire, parce qu'on a une bonne connaissance du fameux qui fait quoi. Et quand les situations sont plus complexes et qu'elles nécessitent un accompagnement, on peut aller jusqu'à l'accompagnement en allant au domicile, en soutenant la personne, en la ramenant vers le soin, en allant chercher un médecin traitant. Ça, c'est des éléments concrets. On est finalement au bon carrefour, c'est-à-dire qu'en fait, on est contacté par des professionnels du social pour des questions sanitaires, parce qu'ils ne connaissent pas le monde sanitaire. On est contacté par les gens du sanitaire pour des questions sociales, parce qu'ils ne connaissent pas le monde du fonctionnement social. Et le fameux qui fait quoi. Donc on est vraiment dans cette logique d'interface. Donc ce n'est pas une couche supplémentaire, c'est plutôt un acteur qui est là pour rendre lisible ce qu'il n'est plus aujourd'hui. Et comme vous le disiez, sur la réorganisation du système de santé aujourd'hui, et médico-social et social, on est aussi des bons observateurs pour essayer de créer du lien, des partenariats sur des cahiers des charges qui nous tombent du national. Et comme le disait l'avocate, ils ne réfléchissent pas au lien en amont. Ils disent on va créer le CRT, mais on a juste dit on a créé le CRT, mais on n'a pas pensé à comment le CRT s'inscrit dans l'écosystème. Le job du DAC, c'est aussi de mettre ensemble les partenaires, et c'est ce qu'on appelle la coordination territoriale. J'en ai terminé, merci. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question avant d'aller écouter le discours de clôture? Bon, alors merci. Merci beaucoup. À tous.